Bienvenue à cette conférence web ayant pour titre Réorganiser les soins en milieu d'hébergement tout en développant les compétences et en attribuant les bonnes activités de soins aux bons intervenants. Alors, les auteurs de cette conférence-là, c'est moi-même, Philippe Voyer. C'est un projet que j'ai fait avec Nancy Cyr du CSS de la Vieille-Capitale ainsi qu'Agnès Godreau du CSS de la Vieille-Capitale, respectivement conseillère clinicienne et directrice des soins infirmiers. Alors, le plan de la présentation de cette conférence web, c'est d'abord, je vais présenter le contexte qui a justifié la réalisation de ce projet, les stratégies qu'on a utilisées pour initier et faire le changement, la méthode pour mesurer les résultats avant et après les changements organisationnels, les résultats en tant que tels, et les conclusions et recommandations basées sur notre expérience. Prenez note que cette conférence-là, je l'ai faite dans le cadre du Congrès de l'Ordre des infirmiers et infirmières du Québec il y a quelques années. Alors, le contexte, pourquoi réorganiser, quelles en sont les justifications, comme je vous disais. Premier élément, c'est qu'il y a une pénurie d'infirmières quand même dans le réseau, euh, ce qui amène en fait une certaine compétition entre les centres d'hébergement et les hôpitaux, le soin à domicile en ce qui a trait au recrutement. Et donc, faut être attractif, faut intéresser les infirmières et les infirmiers à pratiquer en centre d'hébergement. Parce que dans le fond, ce qu'on voit parfois, c'est que dans un même CSS, on investit dans les compétences d'une infirmière ou d'un infirmière d'hébergement et il applique sur un poste aux soins à domicile et finalement quitte l'hébergement parce que dans le fond, on n'a pas réussi à moyen et long terme à répondre à ces attentes concernant le rôle de l'infirmier et l'infirmière en centre d'hébergement. Donc, il y a une pénurie, faut qu'il y ait une attraction envers les centres d'hébergement, mais il faut également être en mesure de les garder. Donc ça, c'est un des éléments qui nous préoccupait, qui a justifié ce projet-là. L'autre élément, c'est qu'il y a une pénurie non seulement d'infirmières et d'infirmiers, mais une pénurie de soins infirmiers. C'est-à-dire qu'on observait qu'au quotidien, les infirmiers et infirmières réalisaient beaucoup d'activités qui sont des soins d'assistance, par exemple, qui peuvent être faits par un préposé ou un préposé aux bénéficiaires, la distribution des médicaments, donc beaucoup d'activités qui peuvent être faites par une infirmière auxiliaire également, ce qui faisait que il n'y avait pas beaucoup d'infirmières et infirmiers intéressés par la pratique en hébergement. Puis en fait, au quotidien, les infirmières et infirmières qui étaient sur place, en fait, ne faisaient pas tant que ça des soins infirmiers. Donc, les difficultés de recrutement, la fidélisation du personnel soignant, c'est un enjeu majeur. On a une pénurie de soins infirmiers. Alors, évidemment, la solution facile, on dirait, on va augmenter les salaires. Ça a déjà été tenté dans d'autres provinces et même certains pays. Par contre, on sait que ça a des effets à très court terme. Donc, les effets à long terme sur répondre aux besoins de recrutement et de rétention du personnel, la fidélisation, c'est vraiment les Magnet Hospital, que j'ai traduit par hôpitaux aimantés, leurs principes qui sont les plus reconnus, en tout cas, qui donnent le meilleur résultat. Ce qu'on observe, les caractéristiques de ces hôpitaux-là, en fait, ils font beaucoup de formation continue, donc ils investissent énormément dans leur personnel soignant. Et le rôle des infirmiers et infirmières est vraiment celui pour lequel elles ont été formées, ils ont été formés, puis c'est dans leur champ de pratique. Donc, on parle de prévenir les chutes, prévenir l'utilisation des contentions, donner des soins de fin de vie, réaliser la surveillance de la pharmacothérapie, etc. Donc, vraiment des soins infirmiers qui requièrent un niveau de compétence élevé. Comme je le notais tantôt, lorsqu'on regardait au quotidien, c'est pas ça qu'on voyait auprès des infirmières. On les voyait donner des bains, passer des cabarets pour les repas, remplir plusieurs feuilles de réquisition, beaucoup de temps passé dans la paperasse, la distribution des médicaments, les ponctions veineuses, plein de choses dans le fond qui peuvent aussi être faites par l'infirmière auxiliaire. Donc, les hôpitaux aimantés, comme je vous disais, eux, dans le fond, ils mettent vraiment les bonnes personnes au bon endroit, c'est-à-dire qu'ils vont favoriser que l'infirmier fasse des soins infirmiers. Et une autre caractéristique, c'est plus les soins qui sont donnés sont de haut niveau, de grande qualité, les gens veulent rester dans ces milieux de pratique-là. Autre élément qui justifiait en fait la réalisation de ce projet-là, c'est les études. En fait, il y a un nombre incalculable d'études qui ont été faites au Québec, pas juste à l'international, mais au Québec, qui montraient que
Le taux d'utilisation des contentions physiques était très élevé. Le taux d'utilisation des psychotropes, que ce soit les antipsychotiques, les benzodiazépines, les antidépresseurs, c'est également très élevé. Les taux de délirium, de dépression, plusieurs programmes préventifs pour les chutes, les plaies de pression, la déshydratation, etc., n'étaient pas appliqués. La majorité de nos résidents, en fait, décédaient sans qu'il y ait eu vraiment des hauts niveaux de soins de fin de vie ou soins palliatifs. Alors, la qualité des soins, le statu quo, était de toute évidence inacceptable. Autre élément, il faut quand même se rapporter, là, c'est en 2004 qu'on a initié ce projet-là. Ben, en 2003, il y a 14 nouvelles activités réservées. En fait, il y a eu une transformation du rôle de la profession, du rôle infirmier, donc il y a une transformation de la profession infirmière. Et il fallait donc revoir ce rôle-là pour s'assurer que les activités réservées qui sont attendues de la profession infirmière sont vraiment implantées dans la pratique. Donc, on se rendait compte qu'au niveau de l'évaluation, de la surveillance clinique, des suivis infirmiers, il y avait beaucoup de travail à faire parce qu'en fait, on n'était pas encore à la hauteur des attentes législatives à cet égard-là. Enfin, un autre dernier point, c'est qu'il y avait beaucoup de questionnements sur en fait le ratio infirmière-résident. Quel était le ratio idéal pour les centres d'hébergement? Et on voulait donc initier un travail d'examen de la situation euh, pour choisir les meilleurs ratios possibles par rapport à chacune des unités de soins, à chacun des centres d'hébergement. J'entrerai pas dans le détail trop en rapport avec les ratios parce qu'en fait, si vous examinez, j'ai une capsule web qui traite uniquement des ratios et de la qualité des soins en centre d'hébergement, pour laquelle je vais aller beaucoup plus dans le détail. Mais quand même, ce qui était retenu comme philosophie, c'est qu'il fallait examiner chacune des unités pour ses particularités et élaborer, mettre en place les équipes les plus appropriées pour répondre aux besoins des résidents. Donc, la stratégie de changement qui a été faite en 2004, en fait, aujourd'hui, on pourrait lui donner un nom. On pourrait dire que c'est un modèle Lean. On pourrait dire que c'est une approche Kaizen. À cette époque-là, il n'y avait pas vraiment ces appellations-là. C'était pas très courant. Mais en fait, ce qu'on a fait, c'est vraiment, si on veut, ce type d'approche-là. Mais on a travaillé sur deux plans, pas seulement sur le plan organisationnel, mais on a travaillé également au niveau des compétences. Donc, sur le plan des compétences, et je dirais que ça, c'est le plan 1, si on veut, c'est que on a vraiment sensibilisé les cadres, les chefs d'unité au rôle infirmier contemporain. Donc, pour qu'ils soient vraiment des partenaires avec la profession infirmière, les secteurs d'hébergement, le directeur général, etc., pour que, dans le fond, ils sachent qu'une infirmière ou un infirmier qui se promène avec un stéthoscope, qui ausculte des poumons, le cœur, qui fait un examen de l'abdomen, il n'est pas en train de jouer au docteur, il n'est pas en train de sortir de son champ de pratique, mais c'est vraiment son nouveau rôle. Donc, il fallait sensibiliser tous les cadres à cela pour que, dans le fond, ce nouveau rôle-là soit accueilli. Alors, il a fallu former le personnel infirmier, il y a eu des formations théoriques sur l'examen clinique, et il y a eu du coaching clinique également qu'on a mis en place. Donc, les infirmières étaient coachées pour mettre en place ces activités-là. Au niveau du plan 2, le deuxième plan sur lequel on travaillait, qui était simultanément, dans le fond, toujours avec l'accord des cadres généraux, on avait des équipes de changement organisationnel qui, pour chacun des centres d'hébergement, la conseillère clinique, les chefs d'unité, les responsables de site, le représentant syndical participaient pour regarder, dans le fond, quelles étaient les activités qui étaient faites au quotidien, quels étaient les irritants, les obstacles à l'exercice infirmier, pour essayer de mettre un aménagement qui soit le plus adéquat possible dans le temps de l'infirmière pour que son temps soit occupé à des bonnes activités cliniques. Alors, c'est un travail qui se faisait quotidiennement, à 1 heure par semaine, et avec ça, vous allez voir les résultats qu'on a obtenus. Prenez note que je vais faire également une conférence web au courant des prochains mois qui va présenter plus en détail ce plan-là concernant le rehaussement, comment on l'a fait, on l'a mis en place et l'aspect organisationnel également. Donc, la méthode pour mesurer les résultats, en fait, on a comparé la situation en 2004 et la situation en 2009. Donc, en 2004, c'était basé sur des rencontres qu'on faisait en groupe. Il y a eu plus de 100 infirmières et infirmiers qui ont été rencontrés. Et en 2009, ce qu'on a fait, c'est qu'on a plutôt pris une personne, une observatrice indépendante, qui est allée faire 23 jours d'observation, d'analyse temps-mouvement,
dans 4 centres d'hébergement sur les 8. Et il y a des entrevues individuelles qui ont également été réalisées pour voir quels étaient les impacts perçus par le personnel infirmier. Donc, les résultats, en fait, ce qu'on a noté d'abord, c'est qu'on voulait voir est-ce que la formation fait en sorte qu'on a vu davantage d'examens cliniques de réaliser. Alors, lorsque l'observatrice était sur place, en fait, les participantes, les infirmières, elles ne savaient pas, en fait, qu'est-ce qu'elle examinait en tant que telle. Et l'infirmière a noté que, si on comparait avec 2004, il y avait beaucoup plus d'examens cliniques qui avaient été réalisés. Euh, Plusieurs activités aussi liées au leadership clinique lors de l'arrivée de nouveaux personnels, lorsqu'il manque de personnel sur l'unité également. On a vu des différences statistiquement significatives à ce niveau-là aussi, où est-ce que les infirmières jouent un rôle prépondérant à ce niveau-là. Au niveau du temps quotidien de l'infirmière, en fait, ce qu'on peut observer, c'est que le temps clinico-administratif, le temps de soins infirmiers, en fait, vous voyez l'état initial et 5 ans plus tard, en fait, le temps clinico-administratif, donc clinico-administratif, c'est vraiment qu'il y a une valeur ajoutée parce que c'est l'infirmière ou l'infirmier qui fait ça. Alors, on a vu une augmentation à ce niveau-là. Au niveau des activités de soins infirmiers également, on voit une augmentation. Au niveau des tâches administratives, comme vous voyez, on a réussi à diminuer. Au niveau des soins infirmiers auxiliaires, donc tout ce qui peut être fait par une infirmière auxiliaire, ça a été également réduit. Donc, l'infirmière auxiliaire fait davantage ses tâches et l'infirmière ou l'infirmier n'en fait moins. Les soins d'assistance également, on a réussi à diminuer ça. Les tâches ménagères, parce que oui, il y avait quand même des tâches ménagères qui étaient faites au quotidien. Et les activités de fonctionnalité, en fait, c'est un peu une catégorie fourre-tout qu'on pourrait dire. C'est lorsque, dans le fond, l'observatrice examinait l'infirmière et qu'elle était en train de faire une activité comme fouiller dans un classeur, marcher dans le corridor, attendre après l'ascenseur, etc. C'est des activités de fonctionnalité, mais qui n'ont pas de valeur ajoutée au moins. Et ce qu'on se rend compte, c'est quand même que ça a augmenté pour une raison qu'on ne sait pas très bien, mais ça a augmenté entre le temps initial et 5 ans plus tard. Plus précisément, quelques détails, parce qu'on a beaucoup de résultats qui découlent de ce projet-là. Mais bon, les activités clinico-administratives, en termes de pourcentage, c'est passé de 12% à 26%. Et l'augmentation la plus nette est attribuable à 8%, puis c'est échangé avec un membre du personnel soignant, donc de la collaboration interdisciplinaire, ce qui est un élément positif. Au niveau des activités cliniques de soins infirmiers, qui sont passées de 8% à 19,5%, elle qui contribue le plus à cet accroissement-là, c'est la surveillance clinique des médicaments, qui a augmenté de près de 7%. Donc, c'est un résultat qui est quand même très positif. Au niveau des tâches administratives, ils sont passés de 34% à 16%. La tâche la plus fréquente de nature cléricale, c'est toujours du secrétariat, qui occupe encore 3% du temps infirmier. Au niveau des activités de type infirmière auxiliaire, prise de signes vitaux, distribution de médicaments, euh, ponction veineuse, en fait, c'est passé de 16% à 8%. Et la catégorie, la préparation, distribution de médicaments, c'est elle qui occupe encore le plus le temps infirmier avec 6%. Les activités de soins d'assistance, qui, on s'attend normalement, est faite par un préposé aux bénéficiaires, est passée de 9 à 4%. Et l'activité qui occupe encore le plus l'infirmière et l'infirmier, c'est à 2%, c'est les tâches d'alimentation. Les activités de nature ménagère sont passées de 1% à 0,5%. Et les activités, pour les gens qui se posent des questions, des fois c'est ramasser un dégât, c'est plein de petites choses anodines comme ça. Et donc pour ça, j'en donne pas plus de précision. Puis les activités de fonctionnalité sont passées, elles, de 20 à 26%. Lors des entrevues, en fait, plusieurs infirmières et infirmiers qui, au départ, on peut l'avouer, là, étaient quand même réticents à ces changements-là, avaient peur, dans le fond, de perdre contact avec les résidents parce qu'ils voyaient ça comme étant qu'on les éloignait des résidents et des résidentes, ce qui n'était pas du tout le cas, mais c'était plutôt qu'on voulait changer le rapport qu'ils avaient avec les résidents. Donc, ce qu'on disait, on donnait comme exemple, ben écoute, quand le médecin il vient dans votre centre d'hébergement, il ne donne pas de soins d'hygiène pour faire de la médecine, il fait de la médecine. Donc, des soins d'assistance, c'est des soins d'assistance, puis des soins infirmiers, c'est des soins infirmiers. Mais les gens ne connaissaient pas encore très bien c'était quoi leur rôle à ce niveau-là, parce que je vous rappelle que la loi avait changé en 2003 et les infirmières s'affichaient beaucoup, se voyaient beaucoup en train de faire des soins d'assistance, puis considéraient ça comme des soins infirmiers, d'alimenter
un résident, de l'habiller, de le faire marcher, de donner des soins d'hygiène, etc. Alors, en fait, avec les années, ben c'est ça, lors des entrevues, il a sorti plein d'éléments pour lesquels il voyait vraiment un changement positif. Et là, il donne des exemples, dont une infirmière qui disait, lorsqu'elle avait eu une erreur de médicament, ben en fait, lorsqu'elle avait parlé au pharmacien, au médecin, il fallait qu'elle fasse une surveillance accrue du résident. Puis là, ce qu'elle disait, elle dit, écoute, si on n'avait pas fait les changements organisationnels, si j'avais pas développé mes compétences sur l'examen neurologique, la surveillance clinique respiratoire, etc., j'aurais pas été capable de faire cette surveillance clinique-là. Si on me demandait encore de distribuer les médicaments, parce que cet événement-là est arrivé le soir, je n'aurais pas été en mesure d'assurer une surveillance clinique du résident parce qu'en fait, il aurait fallu que je passe les médicaments aux autres, alors que c'est une tâche de l'infirmière auxiliaire. Donc là, elle comprenait vraiment la valeur ajoutée et elle disait clairement qu'elle ne souhaitait pas revenir en arrière à ce niveau-là. D'autres situations, une infirmière qui nous témoignait, dans le fond, qu'il y avait un résident qui était dyspnéique, qui avait mal dormi la nuit précédente. Donc finalement, elle l'a évalué dans la journée. Sa dyspnée avait encore augmenté. Finalement, elle l'a ausculté parce qu'elle avait la capacité de faire l'auscultation respiratoire. Et elle a vu qu'il y avait des crépitants. Et au niveau des crépitants, au niveau des bases pulmonaires, ça lui a permis de voir que la personne était en train de débuter un œdème aigu du poumon. Alors, normalement, elle n'aurait pas été en mesure de voir ça. L'état serait détérioré, puis elle aurait fait le transfert vers l'urgence. Tandis que là, elle a pu parler au médecin, expliquer la situation clinique. Le médecin a modifié l'approche pharmacologique et finalement, le résident n'a pas eu besoin d'être hospitalisé. Et en fait, c'est arrivé un vendredi, fait qu'elle disait, c'est sûr que moi, je ne travaillais pas le samedi, dimanche, je l'aurais fait hospitaliser parce que je n'aurais pas été en mesure d'assurer la surveillance. Et là, ben, dans le fond, comme les compétences de l'équipe globale ont augmenté, et que le traitement a été initié sous la supervision du médecin, ben, en fait, on a évité un transfert. Je peux vous dire également, depuis ce temps-là, ces projets-là ont été répliqués à différents endroits. Et entre autres, en Montérégie, ils ont fait un beau travail au niveau de l'examen pulmonaire, entre autres, avec le projet Forteresse, qui a gagné le prix Innovation. Et ils ont eu documenté en particulier, de façon quantitative, non seulement des anecdotes comme je vous raconte là, lors d'entrevues, mais vraiment quantitativement, ils ont pu observer une diminution des hospitalisations, des cas d'MPOC reliés à l'exacerbation, parce que dans le fond, il y avait une prise en charge qui était plus précoce, qui était faite au niveau clinique en tant que tel. Donc, en conclusion, ce programme de rehaussement des compétences-là, ce qui a permis de faire, c'est de montrer que, un, les infirmières et infirmiers ont la capacité de faire l'examen clinique. Par des programmes de formation continue, on est en mesure d'augmenter leurs compétences à ce niveau-là. Et on est également capable d'augmenter leur temps clinique au niveau des soins infirmiers auprès des résidents et des résidentes, malgré le fait qu'on n'a pas de financement supplémentaire pour réaliser un projet de la sorte. Une leçon qu'on a appris en cours de ce projet-là, c'est vraiment qu'il faut toujours être prêt au changement. Il y en a beaucoup dans le secteur hébergement. Alors, nous, pour faire face un peu à ce changement-là, c'est qu'on a développé une stratégie, parce qu'on fait beaucoup plus de formation par la vidéo. Fait que ça permet pour les infirmières qui reviennent de leur congé de maternité ou encore le nouveau personnel de donner, de rapidement les inclure dans le projet de réorganisation, de rehaussement des compétences, qui n'est plus un projet, là, qui est vraiment un processus d'amélioration continue des soins. Alors ça, c'est la vidéo, ça permet vraiment d'augmenter l'efficience de notre travail. Et l'autre stratégie, c'est vraiment de travailler avec des piliers cliniques qui sont des infirmières techniciennes ou bachelières, mais pour lesquelles on reconnaît des compétences au niveau de l'enseignement. Et dans le fond, on les forme, et c'est plus seulement un formateur qui forme les infirmières et infirmiers, mais c'est des piliers cliniques dans chacun des centres d'hébergement qui, à chaque semaine, contribuent à rehausser les compétences. Et ça, c'est une stratégie qui est très gagnante. Une autre leçon importante qu'on a fait en cours de route, puis qu'il faut vraiment mettre beaucoup l'accent là-dessus auprès des gestionnaires, c'est qu'il n'y a pas de gain banal. Hein, parce qu'en fait, les gens ne sont pas toujours conscients, les gestionnaires, les gens des autres professions, des pressions multiples qui sont sur les soins infirmiers. Parce qu'en fait, lorsqu'on regarde le temps infirmier, on dirait par exemple une infirmière ou un infirmier là, dans un centre d'hébergement, il y a des tâches de gestion clinico-administrative et des soins infirmiers directs aux résidents. Puis, dans le fond, ce qu'on s'attend, c'est que son temps
théoriquement, devrait être occupé à 100%. On sait que c'est pas ça exactement, mais il devrait être occupé à 100% dans ces tâches-là. Comme un médecin, on s'attend qu'il fasse de la médecine à 100%, une infirmière auxiliaire, et ainsi de suite. Et compte tenu de leur rôle de leader sur les unités d'hébergement, en fait, les infirmières et infirmiers se voient attribuer beaucoup d'autres tâches connexes, beaucoup d'autres demandes, qui représentent toujours, on dit, ah, ben, c'est pas si pire que ça, c'est pas si long que ça, on peut leur demander de le faire, ça leur prendra pas tant de temps que ça. Mais lorsqu'on les cumule une après l'autre, on se rend compte à un moment donné que ça vient vraiment diminuer le temps disponible pour faire le cœur de leur pratique. Donc, par exemple, dans beaucoup d'hébergements, on va demander à l'infirmière chef d'équipe ou l'assistante qui a une tâche déjà clinique importante d'organiser l'horaire du personnel, que ce soit de jour, de soir. Donc, l'infirmière de jour doit s'assurer que celle de soir, tout le personnel rentre, celle de soir, celle de nuit, et ainsi de suite. Donc, on les, on les fait travailler au niveau de l'horaire du personnel. On va s'assurer que les remplacements en cas d'absence de personnel, ben, donc là, l'infirmière va comme devenir un peu un petit département de ressources humaines, va devoir faire des appels, parce qu'il faut savoir que dans les CSS, les ressources humaines ne sont pas disponibles le soir et la nuit. Donc, l'infirmière, à ce moment-là, doit passer en revue là, au téléphone là, la liste de rappels. Donc, évidemment, ça l'éloigne des résidents à ce moment-là. Après ça, il va la commande des fournitures. Donc, les gants pour les préposés aux bénéficiaires, donc des sondes urinaires, beaucoup de tâches de commande qui peuvent être faites par un commis, par exemple. Alors, ça, si tu vas faire l'inventaire du matériel de soins, prendre les rendez-vous pour les résidents. Donc, c'est vraiment ici un travail purement de secrétariat. Un résident, ben, le médecin demande qu'il soit vu par un ophtalmologiste, ben, c'est l'infirmière qui va attendre sur la ligne, qui va faire l'appel, qui va réserver le transport, qui va voir s'il n'y a pas un bénévole ou un membre de la famille qui pourrait accompagner le résident lors de sa visite, etc. Et ça demande énormément, ça gruge beaucoup de temps infirmier. Donc, remplir des feuilles de réquisition quand il y a un bris d'équipement. Donc, si jamais il y a un robinet qui coule, une lumière qui est brûlée, etc., il faut savoir que c'est encore l'infirmière qui remplit ce type de feuilles-là. Répond à des appels téléphoniques de nature non clinique, c'est très fréquent. Participe à des réunions de nature non clinique aussi. Accompagne le médecin lors de tournées médicales. Fait des activités de secrétariat, photocopie, etc. Donc, recherche des documents, organise l'horaire des bains des usagers, rédige un rapport d'accident-incident quand c'est pas nécessairement elle qui était témoin de ça, mais l'infirmière auxiliaire, mais c'est juste elle qui a accès pour le faire. Donc, on vivait ça à ce moment-là. Oriente sur l'unité de nouveau personnel qui est préposé ou infirmière auxiliaire, mais l'orienter sur le plan de son haut les toilettes et son haut les clés pour tel compartiment, etc. Donc, des choses de base encore, qu'il n'y a pas besoin que ce soit un infirmière qui fasse ça, mais un commis pourrait très bien le faire. Prépare l'équipement pour les périodes d'éclosion, etc. Donc, les tâches administratives, ça occupe un certain pourcentage, comme vous voyez. Après ça, il y a les tâches plus qu'on associe aux infirmières auxiliaires, prendre les signes vitaux, prendre la saturation, faire des ponctions veineuses, distribuer les médicaments, préparer les médicaments, des collectes de données nominales et descriptives, prendre la glycémie, décompter les narcotiques, changer des pansements qui sont pas complexes en tant que tels. Donc, encore là, ça vient occuper. Fait que là, vous voyez, on s'approche à près du 70%. Alors, on continue plus les tâches qui sont faites par un préposé bénéficiaire. Participe à la mobilisation d'une personne, aide à l'habillement, participe aux soins d'hygiène, aide pour l'alimentation, l'hydratation. Donc, on vient occuper encore une partie. Lave des objets, répare des fournitures, ramasse des dégâts. Donc, ça, c'est les activités de nature ménagère. Puis, les activités fonctionnalité. Alors, ici, comme on peut observer, au niveau de la situation en 2009, ben, malgré tous nos efforts, on a juste encore le temps quotidien de l'infirmière est à 45,5%. Même pas la moitié de son temps est directement dans son champ de pratique. Alors, il y a encore beaucoup d'activités qu'elle fait qui peuvent être faites par des préposés, des commis, des administrateurs, comme les ressources humaines, comme je vous parlais tantôt. Mais pour s'encourager, il faut quand même voir qu'en 2004, on se situe à seulement 20% en tant que tel. Donc, on a réussi quand même à améliorer, mais on voit que le projet n'est pas du tout terminé. Il faut continuer parce que la situation en 2009 n'est pas encore acceptable. Donc, en conclusion,
La réorganisation est donc un processus et non un projet. Les mécanismes de communication sont très importants entre les différents acteurs, les différents gestionnaires et le personnel soignant. Le fait d'avoir inclus le représentant syndical, entre autres, à nos réunions, a un effet très positif sur la communication. Et les gestionnaires, eux aussi, doivent être soutenus dans ces changements organisationnels-là, parce qu'en fait, s'ils font un changement, il faut que la direction de l'hébergement, la direction des soins infirmiers appuie ces changements-là, évidemment, quand c'est dans l'objectif d'améliorer la qualité des soins ultimement. Alors, merci beaucoup pour votre attention. J'espère que cette conférence web-là vous aura permis d'aller plus loin dans vos propres projets de réorganisation dans vos milieux.